Les Saxons étaient un groupe tribal germanique qui a prospéré au début du Moyen Âge, principalement dans la région qui correspond aujourd'hui au nord de l'Allemagne. Pendant une longue période, ils se sont retrouvés dans une dynamique complexe, tiraillés entre leur propre tradition et l'affirmation croissante du pouvoir des Francs. C'est particulièrement au cours du 8e siècle, sous le règne de Charlemagne, que de violentes confrontations ont eu lieu, connues sous le nom de guerre saxonne. Ces conflits ont abouti à une christianisation forcée des Saxons et à leur intégration au sein de l'Empire franc. Par la suite, le territoire saxon a progressivement été intégré dans l'ordre chrétien qui prévalait en Europe, tandis que de nouvelles structures de pouvoir émergeaient au sein de la noblesse saxonne. Lorsque les sources historiques commencent à mentionner les Saxons de manière plus fréquente, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un peuple soudé, avec des frontières clairement définies et un État unifié. Ce phénomène s'inscrit dans un processus plus large, observable à cette époque dans de nombreuses régions d'Europe. De petites communautés et groupes locaux se regroupent pour former des entités plus importantes qui se présentent sous un nom commun à l'extérieur. Les Saxons se constituent ainsi en un groupe tribal germanique au cœur de l'Europe du Nord. Mais ce groupe est moins un peuple au sens moderne qu'une communauté politique et militaire, unie par des intérêts communs, des rivalités partagées et une certaine proximité culturelle. Ce phénomène trouve son origine dans les transformations qui ont marqué la fin de l'Empire romain et ses zones frontalières. Dans le monde romain, les frontières n'étaient pas de simples lignes, mais des zones de contact où se mêlaient commerce, relations diplomatiques, services de mercenaires, mais également incursions et réactions militaires. Pour les groupes situés au nord de ces espaces, s'organiser en une entité plus vaste pouvait offrir des avantages significatifs. Un groupe plus important pouvait négocier plus efficacement, exercer davantage de pression, se défendre plus aisément ou coordonner des entreprises communes. Le nom de Saxon, à cette époque précoce, représente également une forme de visibilité. Un groupe devient tangible lorsqu'il attire l'attention d'autres puissances et apparaît comme un acteur avec lequel il faut compter. Il est essentiel de comprendre que la formation d'un groupe tribal ne se produit pas comme une création soudaine. Ce n'est pas une assemblée où l'on décide. À partir de maintenant, nous nous appelons Saxons. Cette identité se forge à travers des coopérations répétées, des alliances, l'expérience de conflits communs et le besoin de s'exprimer d'une seule voix à l'extérieur. Les individus pouvaient rejoindre ces groupes, en sortir ou former de nouvelles sous-groupes. À cette époque, l'identité était souvent flexible et multiforme. On pouvait appartenir à une lignée, à une communauté locale, ou peut-être à un groupe tribal plus large. Et selon la personne qui posait la question et le contexte, une autre dimension pouvait revêtir une importance primordiale. La formation des Saxons en tant que groupe signifie également qu'ils développent une réputation commune. De tels noms ne s'imposent pas uniquement par l'autodésignation, mais aussi parce que les voisins, les adversaires et les chroniqueurs ultérieurs les utilisent. Dans la perception extérieure, de nombreux groupes sont désignés sous le nom de Saxons, car ils apparaissent dans des espaces similaires et sont considérés comme un ensemble cohérent. Cela marque le début de l'existence historique d'un nom qui jouera par la suite un rôle considérable. Cependant, à cette époque précoce, il ne s'agit pas encore d'une unité fermée, mais d'une association en devenir. Cette genèse explique également pourquoi, lorsqu'on aborde les Saxons, il est essentiel d'être prudent avec les conceptions modernes de nation ou d'État. Au IIIe siècle, il ne s'agit pas d'une politique centralisée, mais d'une coalition fondée sur des intérêts communs, qui s'établit progressivement dans les paysages politiques du Nord. Ce n'est qu'en comprenant cette origine que l'on peut aborder de manière pertinente la question de l'habitat des Saxons, de leur organisation interne et des formes d'ordre qu'ils développent sans un État unifié. Si l'on souhaite localiser géographiquement les premiers Saxons, on se retrouve dans une région qui, à première vue, ne semble pas être le centre de grandes histoires, entre l'Elbe, la Weser, l'Ems et la mer du Nord. Pourtant, c'est précisément ce paysage qui explique de nombreux aspects de l'identité saxonne. C'est une région faite de cours d'eau, de marais
de zones de pâturage, de forêts, et donc pas un territoire homogène et facilement contrôlable, mais un espace avec des frontières naturelles et des transitions. Les habitants de cette région ne se déplacent pas seulement vers l'est ou le sud, mais surtout le long des voies navigables qui offrent une orientation, garantissent des ressources alimentaires et permettent des contacts. La proximité de la mer du Nord est déterminante. Les zones côtières offrent des opportunités différentes par rapport aux régions intérieures. Elles ouvrent des voies maritimes, facilitent le commerce et les échanges, mais comportent également des risques, tels que des tempêtes, des inondations et des lignes côtières changeantes. En même temps, durant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, la mer du Nord n'est pas un océan de séparation, mais plutôt une zone de contact. Ceux qui y vivent peuvent établir des liens, acquérir des expériences et développer un horizon plus vaste que les communautés situées loin à l'intérieur des terres. Ainsi, les Saxons se manifestent dès le départ dans un espace qui n'est pas isolé, mais qui joue le rôle d'un intermédiaire entre terre et mer. Les rivières, quant à elles, sont plus que de simples repères géographiques. L'Elbe, le Weser et l'Ems structurent la vie. Elles constituent des voies de communication, des frontières naturelles, mais aussi des artères économiques vitales. Le long des rivières, on trouve des sols plus fertiles, de meilleures possibilités pour l'agriculture et l'élevage, ainsi que la chance de transporter des marchandises. À une époque sans route développée, les rivières représentent les connexions les plus fiables. Celui qui les contrôle ou sait les exploiter efficacement en tire des avantages considérables. Le territoire des Saxons ne se résume donc pas à une simple bande de terre, mais constitue plutôt un réseau de régions interconnectées par des voies navigables, tout en étant parfois séparées par des forêts et des marais. Ce paysage particulier favorise un mode de vie profondément ancré dans des spécificités régionales. Les Saxons ne vivent pas dans un unique centre, mais au sein de multiples établissements et communautés qui s'adaptent aux conditions locales. Les zones côtières fonctionnent différemment des régions plus intérieures. Les terres marécageuses se distinguent des plaines et les zones fluviales des forêts. De ce fait, il n'émerge pas un territoire homogène, mais plutôt un espace où coexistent de nombreuses sous-communautés qui peuvent s'identifier comme Saxons sans nécessairement partager un mode de vie identique. Cette combinaison de proximité et de distance explique pourquoi les Saxons apparaissent plus tard sous différentes formes de groupes et pourquoi leur cohésion ne repose pas sur un État centralisé, mais sur des traditions et des intérêts communs. Le territoire situé entre les rivières Elbe, Weser, Ems et la mer du Nord constitue ainsi la base géographique d'une société fortement influencée par les structures naturelles environnantes. Cela éclaire également les raisons pour lesquelles les connexions se font plutôt par les rivières et la côte, pourquoi les différences régionales persistent et pourquoi une centralisation politique uniforme n'est pas une évidence. À partir de ce constat, il devient possible de comprendre comment les Saxons s'organisent au sein de cet espace et pourquoi ils se présentent davantage comme une confédération de nombreux sous-groupes, plutôt que comme un peuple uni sous une seule autorité. Lorsque l'on évoque les Saxons, il est facile d'imaginer un grand clan homogène agissant de manière monolithique. La classification classique, souvent mentionnée dans les sources historiques, divise les Saxons en Westphaliens, Angerne, Ostphaliens et Nordalbingiens. En réalité, le territoire saxon était longtemps une association de plusieurs sous-groupes interconnectés, mais non contrôlés par une puissance centrale. Cette division ne décrit pas des circonscriptions administratives modernes, mais plutôt des groupes régionaux vivant dans des paysages variés, ayant leurs propres priorités et agissant de manière autonome sur de nombreuses questions. Les Westphaliens peuvent être approximativement associés à la partie occidentale de l'espace saxon, plus proche des transitions vers d'autres groupes germaniques, et, par la suite, des zones de contact cruciales avec l'influence franque. Angern se situe plutôt au centre, Ostphalen plus à l'est, tandis que les Nordalbingiens sont localisés au nord de l'Elbe. Cette répartition géographique met déjà en lumière pourquoi l'idée d'un État unifié n'est pas évidente dans ce contexte. Les régions sont séparées par des rivières, des forêts et des distances, et chaque sous-groupe a ses propres voisins,
ses propres lignes de conflit et ses propres conditions économiques. Il est essentiel de comprendre que cette structure ne signifie pas que les Saxons étaient constamment en désaccord entre eux ou qu'ils ne connaissaient aucune forme de solidarité. Au contraire, elle illustre comment l'identité saxonne fonctionnait à cette époque, en tant que regroupement de plusieurs communautés sous un terme générique, sans qu'une autorité centrale en découle automatiquement. On pouvait se considérer comme saxonne tout en étant d'abord westphalien ou estphalien, ce qui signifie que l'appartenance régionale était vécue de manière immédiate, sans que cela ne remette en question l'idée d'une unité abstraite. Ce phénomène est typique de nombreuses associations du début du Moyen Âge. Le lien entre ces groupes ne se forgeait pas à travers une bureaucratie rigide ou des institutions établies, mais plutôt grâce à des traditions communes, des intérêts partagés et la conscience de vivre dans des espaces similaires. L'absence d'un État unifié avait des conséquences pratiques. Il n'existait pas de centre permanent d'où des ordres pouvaient être émis vers toutes les sous-groupes. Il n'y avait ni capital fixe, ni administration continue, capable de contrôler uniformément l'ensemble du territoire. Ainsi, les décisions qui touchaient l'ensemble de la communauté devaient être prises différemment, par le biais de négociations, de rassemblements ou d'actions communes, lorsque l'occasion le justifiait. En temps de paix, cela pouvait signifier que les régions vivaient de manière largement autonome. Cependant, en période de crise, cela compliquait la coordination, car il fallait d'abord établir une volonté commune. Paradoxalement, cette structure, qui semblait désavantageuse, était aussi une force. Sans direction centrale, il était plus difficile pour des puissances extérieures de briser l'union à un point donné. Si un sous-groupe était affaibli ou sous pression, cela ne signifiait pas automatiquement l'effondrement politique de l'ensemble du territoire saxon. Les régions pouvaient réagir de manière diverse, s'adapter, résister ou se retirer. Cette flexibilité explique pourquoi les Saxons apparaissent souvent comme des acteurs tenaces. Ce n'est pas parce qu'ils formaient un État strictement organisé, mais parce que leur ordre fonctionnait différemment. Ainsi, la structure tribale est la clé pour comprendre correctement l'histoire saxonne. Les Westphaliens, les Angevins, les Estphaliens et les Nordalbiniens ne sont pas des provinces d'un État, mais des parties d'une association caractérisée par une autonomie régionale et une identité collective lâche. Cette configuration soulève alors une question cruciale. En l'absence d'un État unifié, comment les décisions politiques étaient-elles prises et comment une société pouvait-elle s'organiser sans loi? À première vue, l'ordre politique des premiers Saxons semble inhabituel, surtout en comparaison avec leurs voisins, qui avaient souvent déjà des rois et des centres pouvoirs établis. Chez les Saxons, à cette période, il n'y avait pas de royauté durable, ni de dynastie centrale dirigeant l'ensemble de l'association. Au lieu de cela, les décisions importantes étaient prises lors d'assemblées populaires. Cela ne signifie pas que tous les individus avaient, à tout moment, le même niveau d'influence, mais cela illustre une culture politique où le consensus et la décision collective prenaient une importance bien plus grande que des ordres émanant d'une autorité supérieure. Ces assemblées ne doivent pas être imaginées comme des parlements modernes, mais plutôt comme des réunions d'hommes libres, où des questions cruciales telles que la guerre et la paix, les alliances, la justice et l'ordre étaient débattues. Dans une société dépourvue d'une administration centrale, l'Assemblée devenait un lieu où il était possible d'établir des règles contraignantes. Elle agissait à la fois comme une scène politique et un test social. Qui prend la parole? Qui parvient à convaincre? Qui choisit de suivre? Qui s'oppose? L'autorité émergeait ici moins des titres que de la réputation, de l'expérience, des réseaux de parenté et de la capacité à rallier d'autres personnes à sa cause. L'absence de roi ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait pas de leader. Dans des situations concrètes, certains chefs pouvaient jouer un rôle prépondérant, notamment lors des conflits ou des négociations. Cependant, ce leadership était davantage lié à des missions spécifiques qu'à un mandat permanent. Un homme pouvait avoir un rôle significatif en tant que chef militaire sans que cela ne débouche automatiquement sur une royauté héréditaire. C'est là que réside la distinction fondamentale.
La direction naît des circonstances et du consentement, non d'un droit solidement ancré. Cela rend l'ordre saxon à la fois dynamique et exigeant, car il faut constamment légitimer les décisions. Cette forme d'organisation politique s'accorde bien avec la structure tribale et le paysage dans lequel vivaient les Saxons. Lorsque les régions sont relativement autonomes et qu'il n'existe pas de centre, une assemblée devient le moyen de trouver un cap commun, au moins sur des questions décisives. Cependant, de telles réunions peuvent également mettre en lumière des conflits. Elles révèlent les intérêts divergents entre sous-groupes, les rivalités familiales, ainsi que les différentes évaluations des menaces et des bénéfices. L'Assemblée n'est donc pas seulement un lieu d'harmonie, mais aussi un espace où les disputes sont politiquement débattues et simultanément limitées, car il est nécessaire d'aboutir à une décision. C'est également un système qui repose fortement sur des liens personnels. En l'absence de royauté et de gestion écrite, beaucoup dépend de la capacité des individus à respecter leurs engagements et de la manière dont l'honneur, la réputation et les obligations mutuelles fonctionnent. Celui qui ne respecte pas les décisions encourt non seulement des sanctions, mais aussi le risque de perdre son statut et son soutien. Dans de telles sociétés, le contrôle social est souvent aussi efficace que les institutions formelles. La culture politique est ainsi intimement liée à la structure sociale. On ne gouverne pas des gens que l'on connaît à peine, mais des réseaux où chacun est conscient de ses obligations envers les autres. Cette absence de royauté a par la suite joué un rôle crucial, car elle a été particulièrement mise à l'épreuve dans les conflits avec des puissances centralisées, comme l'Empire franc. Une puissance habituée à négocier avec des rois ou à établir son autorité sur un centre de pouvoir se retrouve ici face à une société qui fonctionne différemment. Les décisions ne sont pas prises par une cour centrale, mais doivent être approuvées lors de rassemblements communautaires. Ainsi, un contrat établi avec un individu peut s'avérer moins contraignant si le consentement de la communauté n'est pas présent. Cette structure engendre à la fois des forces et des faiblesses, et elle constitue le fondement même de l'organisation de la société saxonne ainsi que des dynamiques de pouvoir qui y prévalaient. Pour comprendre la société saxonne à ses débuts, il est essentiel de se départir de l'idée que le début du Moyen Âge était uniformément dominé par une noblesse puissante et de vastes couches de paysans dépendants. Chez les Saxons, ce sont d'abord des agriculteurs libres qui prédominent. Bien que la noblesse et les serfs existent, leur nombre est moins important que dans les régions voisines, qui sont plus hiérarchisées. Ce constat ne dépeint pas un tableau romantique d'égalité, mais révèle une structure sociale spécifique qui éclaire les manières dont les Saxons pouvaient agir politiquement et militairement. Le terme « agriculteur » dans ce contexte ne signifie pas que tous étaient pauvres ou que tous étaient riches. En réalité, de nombreux foyers possédaient leur propre terre, n'étaient pas personnellement attachés à un seigneur et pouvaient participer en tant que membres légalement libres de la communauté. Cette liberté engendrait des conséquences significatives. Être libre permettait de prendre part aux assemblées, de disposer d'une voix dans l'ordre local et d'assumer des responsabilités pour la défense et le bon fonctionnement de la communauté. La liberté, de ce fait, n'était pas seulement un droit, mais également un devoir. Elle transformait les individus en acteurs et non en simples sujets. Le fait que la noblesse soit présente en nombre limité ne signifie pas qu'il n'y avait pas de distinction sociale. Il existait bien sûr des familles influentes, des propriétaires terriens plus riches, des guerriers d'un statut élevé, ainsi que des personnes qui, en raison de leur patrimoine, de leur réseau de parenté ou de leur succès militaire, avaient plus de poids. Cependant, ces différences étaient souvent moins solidement ancrées dans un système de classe rigide, comme ce sera le cas plus tard au cours du Moyen Âge central. L'influence devait être soutenue davantage par la réputation personnelle, les fidélités et la reconnaissance locale. Cela correspond à une culture politique où les décisions ne sont pas prises depuis un palais royal, mais où le consentement et les liens communautaires jouent un rôle prépondérant. La présence de serfs ou d'individus non libres est également significative dans ce tableau, car elle révèle que la société n'était pas entièrement libre. Il y avait des personnes en situation de dépendance, différentes positions juridiques
et des formes de service et de soumission. Toutefois, lorsque la proportion de paysans libres est élevée, cela modifie l'équilibre des forces au sein de la société. Dans ce cas, la base large ne représente pas seulement une main-d'œuvre, mais devient également un pilier politique et militaire de l'ordre établi. Cela crée une dynamique différente de celle des sociétés, où une petite noblesse domine une grande population dépendante. Cette structure influence également la stabilité et le comportement face aux conflits. Les communautés de paysans libres sont souvent solidement ancrées dans des liens locaux, tels que la famille, le voisinage et l'appartenance régionale. Elles peuvent s'organiser de manière relativement autonome et sont moins susceptibles d'être entièrement contrôlées par un changement de pouvoir extérieur. Cependant, cela peut également signifier que les décisions prennent plus de temps ou deviennent plus complexes, car de nombreux intérêts doivent être pris en compte. Les personnes qui doivent combattre et travailler ne peuvent pas simplement être ordonnées, mais doivent être convaincues ou impliquées dans le processus. En pratique, une telle société peut se révéler très résiliente, car elle ne dépend pas d'une seule tête dirigeante. Néanmoins, elle est aussi vulnérable aux tensions internes entre groupes locaux et familles influentes. Cette organisation sociale façonne inévitablement le quotidien. Lorsque les paysans libres dominent, la vie est davantage centrée sur la gestion de leur propre exploitation, de leurs champs et de leurs biens. La richesse ne se mesure pas tant en pièces de monnaie ou en luxe, mais plutôt en terres, en troupeaux, en provisions et en capacité à subvenir aux besoins de sa famille durant l'hiver. Cela explique pourquoi la sécurité économique, les réseaux régionaux et le contrôle des ressources deviennent si cruciaux. Et c'est ici qu'émerge une nouvelle dimension. À quoi ressemblait la vie quotidienne? De quoi vivaient concrètement les Saxons? Comment l'agriculture et le commerce se liaient-ils aux aspects plus rudes de leur monde, où la violence et les pillages faisaient également partie de la réalité? La vie des premiers Saxons était fondamentalement marquée par le travail, un travail centré sur la sécurisation du quotidien. L'agriculture et l'élevage constituaient les bases de leur existence. Qui voulait survivre devait cultiver des champs, constituer des réserves, élever des animaux et planifier en fonction des saisons. Le rythme de la vie était rigoureux. Semailles, entretien, récolte, abattage, stockage. À une époque sans système moderne de transport et d'approvisionnement, la qualité d'un été déterminait la dureté de l'hiver à venir. La ferme n'était donc pas seulement un lieu de vie, mais également un centre économique, un entrepôt, un atelier et un refuge. L'élevage complétait l'agriculture et se révélait souvent plus flexible. Les animaux fournissaient de la viande, du lait, de la laine, du cuir et de la force de traction. Ils représentaient à la fois un bien et une garantie. Un troupeau était une richesse mobile, essentielle dans un monde où les conflits, les intempéries ou les mauvaises récoltes pouvaient contraindre les gens à réagir rapidement. Ceux qui possédaient des animaux avaient plus de marge de manœuvre, tandis que ceux qui n'en avaient pas étaient plus vulnérables. De plus, le bétail pouvait être échangé, servir de moyen de paiement et susciter des conflits, car il était convoité et relativement facile à dérober. En plus de l'autosuffisance, le commerce jouait un rôle significatif, bien qu'il ne puisse être comparé au marché urbain qui émergerait plus tard. Ce commerce se manifestait souvent par des échanges régionaux. Les biens que l'on ne fabriquait pas soi-même ou qui n'étaient pas d'une qualité suffisante étaient obtenus par le biais des voisinages, des voies fluviales et des lieux de rencontre locaux. Ainsi, des produits tels que le sel, les objets en métal, des outils de meilleure qualité, certains tissus ou encore des bijoux circulaient entre les communautés. Les rivières et les zones côtières facilitaient ces contacts. Et dans une région marquée par les cours d'eau comme l'Elbe et la Weser, les voies navigables constituaient un avantage naturel indéniable. Le commerce ne se limitait pas à une dimension économique, il revêtait également une importance sociale. En effet, échanger des biens permettait de tisser des relations, et ces relations étaient d'une importance capitale dans une société où les institutions centrales étaient faibles. Cependant, la réalité économique était également teintée de violence. Les raids occasionnels faisaient partie intégrante de ce monde, non pas en tant qu'état permanent, mais comme une option exploitée en période de crise ou dans le cadre de rivalité.
Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Premièrement, la richesse était souvent visible et facilement transportable, que ce soit le bétail, les armes ou les provisions. Deuxièmement, l'application de la loi par l'État était limitée. Quiconque était suffisamment fort pouvait tenter de s'approprier ce qu'il désirait. Enfin, les raids pouvaient également constituer une forme d'acquisition de statut, particulièrement pour les guerriers cherchant à prouver leur valeur et à s'enrichir. Dans ce contexte, la frontière entre le pillage et la guerre véritable était souvent floue, car une attaque pouvait être perçue non seulement sous l'angle économique, mais aussi politique. Pour la vie quotidienne, cela signifiait que la sécurité était toujours une préoccupation. Les fermes et les établissements devaient être en mesure de se défendre. Les gens devaient rester vigilants, et il était crucial d'évoluer au sein de réseaux capables d'apporter du soutien en cas de besoin. Toutefois, il ne faut pas interpréter ce monde comme un état de violence permanente. La majorité du temps, la vie était faite de travail, de famille, de météo, de récolte et de réparation. La violence était une option, mais elle ne constituait pas l'activité quotidienne de tous. Néanmoins, elle était suffisamment présente pour influencer les structures sociales. La possession d'armes, le rôle des combattants expérimentés et la nécessité de maintenir des alliances en sont des illustrations. Ainsi, se dessine un tableau où l'agriculture, l'élevage, le commerce et les raids occasionnels s'entrelacent. L'économie n'est pas une entité paisible et isolée, mais un système qui doit constamment être complété par des échanges, des contacts et des entreprises parfois risquées. Dans un tel monde, la religion joue également un rôle central, car elle offre non seulement du réconfort, mais établit aussi un ordre et une identité. C'est pourquoi il est pertinent de se pencher sur les croyances religieuses des Saxons, ainsi que sur les symboles et les lieux sacrés qui façonnaient leur univers. La dimension religieuse des premiers Saxons était profondément ancrée dans la nature, la communauté et le quotidien, moins centrée sur un credo fixe que sur des pratiques vécues et partagées au sein de leur société. Les pratiques, rituels et conceptions héritées des Saxons expliquaient comment le monde fonctionnait et comment il convenait de s'y comporter. Ils vénéraient divers dieux et puissances germaniques, associés à des éléments essentiels tels que la guerre, la fertilité, la météo, la protection et le destin. Ainsi, la religion ne se limitait pas à des jours spéciaux, mais était intégrée à l'ordre qui rendait compréhensible le cycle des saisons, les récoltes, la maladie, le bonheur et le malheur. Au cœur de cette spiritualité se trouvaient des lieux considérés comme sacrés, qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être construits en pierre ou d'être monumentaux. Des lieux naturels spécifiques et des espaces sacrés jouaient un rôle fondamental. Un hain pouvait être un espace où l'on ressentait plus intensément la proximité des dieux, un endroit pour les offrandes, les prières ou les rituels communautaires. Étant donné que la société saxonne ne disposait pas d'une administration centrale forte ni de cour royale, ces lieux religieux devenaient également des nœuds sociaux. C'étaient des espaces de rencontre où l'on confirmait les traditions et renforçait le sentiment d'appartenance. Le sacré n'était donc pas dissocié du politique ou du social, mais intimement lié à ces dimensions. Les rituels avaient souvent une signification très pragmatique. Les Saxons cherchaient protection pour leur foyer, succès pour leur récolte, santé pour leur famille, victoire en cas de conflit, ou simplement stabilité dans un monde incertain. Les offrandes faisaient partie de cette relation, non pas comme une forme de magie au sens moderne, mais comme une expression de réciprocité entre les humains et les puissances vénérées. Ainsi, l'action religieuse était aussi un moyen de gérer ses propres incertitudes, tout en créant un sentiment de communauté. Celles et ceux qui participaient ensemble au rituel montraient qu'ils reconnaissaient le même ordre et respectaient les mêmes limites. Dans ce cadre religieux, l'Irminsul émerge comme un symbole particulier. Elle est mentionnée dans les traditions comme un point de référence central, représentant plus qu'un simple objet de culte. Pour de nombreux historiens, l'Irminsul symbolise un centre sacré ou un symbole qui reflète l'ordre du monde, une connexion entre le ciel et la terre, un point d'ancrage où se fixait la compréhension religieuse des Saxons. Il ne faut pas nécessairement l'imaginer comme un temple au sens classique,
mais plutôt comme un signe visible d'une hiérarchie supérieure qui soutenait la communauté. Dans une société où les liens régionaux et les assemblées jouaient un rôle prépondérant, de tels symboles pouvaient avoir une puissance identitaire immense. Il est crucial de noter que notre connaissance de cette religion est principalement indirecte et souvent issue de descriptions ultérieures. De nombreux détails demeurent flous, et certains sont sans doute influencés par des regards extérieurs. Néanmoins, l'essence de cette spiritualité est bien perceptible. Pour les Saxons, la religion n'était pas un sentiment privé et isolé, mais bien une composante essentielle de leur cohésion sociale. Des lieux sacrés, des rituels partagés et des symboles centraux, tels que l'Irminul, exprimaient une organisation que les Saxons ne se contentaient pas de croire, mais qu'ils vivaient pleinement. C'est pourquoi, par la suite, la religion ne se limitera pas à une question de conviction personnelle, mais deviendra un champ de conflit où se heurteront les notions de pouvoir, d'identité et de domination. Au fil du temps, les Saxons, qui occupaient un territoire situé entre la mer du Nord et les grands fleuves, ne purent plus se contenter de rester entre eux. À mesure que l'Empire franc, sous l'autorité de Charlemagne, s'étendait en tant que puissance dominante à l'ouest et au sud, le monde saxon fut inexorablement entraîné dans une plus vaste proximité politique. Ces premiers contacts n'étaient pas uniquement hostiles, mais revêtaient un caractère mixte. On y trouvait du commerce, des rencontres aux frontières, des accords, mais également des tensions récurrentes. Cette combinaison rendait la situation particulièrement instable, car elle pouvait basculer à tout moment. Le commerce en particulier était souvent le premier élément fédérateur. Là où des voisins se rencontraient, des relations d'échange se développaient, même en cas de méfiance politique. Des marchandises circulaient à travers les rivières, les chemins et les marchés régionaux, des biens que l'on ne pouvait pas produire avec la même qualité ou en quantité suffisante. Ce type de commerce engendrait des dépendances, mais également des incitations à maintenir la paix, du moins à un niveau local. De plus, il facilitait la circulation d'informations relatives aux rapports de force, aux mouvements militaires et à la puissance de chacun. Ainsi, une frontière ne devenait pas une barrière infranchissable, mais plutôt un espace de réaction mutuelle. Cependant, il est important de noter qu'une frontière au début du Moyen Âge n'était jamais délimitée comme sur nos cartes modernes. Il n'existait pas de frontière continue, pas de police unifiée, ni de point de contrôle fixe régissant tout. Au contraire, il y avait des zones de transition, des forêts, des cours d'eau, des marges de peuplement, des territoires où l'influence fluctuait. Dans ces espaces, des conflits pouvaient surgir sans qu'un grand conflit armé ne soit immédiatement déclaré. Un raid, une action de représailles, un différend concernant des terres de pâturage, des taxes ou le contrôle d'un chemin pouvaient rapidement envenimer la situation. Souvent, il ne s'agissait pas d'idéologie, mais d'intérêts immédiats tels que la sécurité, la possession ou le prestige. Avec l'expansion de l'Empire franc, la pression politique augmentait également. Pour les Francs, le Nord n'était pas un espace neutre, mais plutôt une zone de danger potentiel et un territoire qu'ils souhaitaient influencer au moins. Un empire puissant a tout intérêt à sécuriser ses frontières, et la sécurité, selon la logique de nombreux souverains, ne découle pas seulement de la défense, mais aussi du contrôle. Pour les Saxons, la proximité d'une telle grande puissance signifiait que leur propre ordre était constamment mis à l'épreuve. Ce qui était autrefois des conflits ou rivalités locaux prenait désormais une dimension plus vaste. Chaque tension frontalière pouvait devenir une partie d'une lutte pour le pouvoir plus large. De plus, il convient de noter que les tensions politiques ne se manifestaient que rarement de manière strictement militaire. Les tensions au sein de la société saxonne se manifestent également dans la complexité des négociations. Qui parle avec qui reconnaît, qui comme égal, et qui cherche ou refuse des alliances. Pour une société saxonne, qui n'est pas organisée autour d'une autorité royale centralisée, interagir avec un empire comme celui des Francs, qui repose sur des centres de pouvoir solides et des revendications claires, s'avère particulièrement difficile. En effet, les Francs pouvaient facilement identifier des interlocuteurs, des personnes avec lesquelles ils pouvaient conclure des accords,
en s'attendant à recevoir obéissance en retour. En revanche, dans les structures saxonnes, le consensus était souvent plus diffus et régional, ce qui pouvait engendrer des malentendus et des frustrations. Des accords, qui pouvaient sembler contraignants du point de vue franc, pouvaient apparaître beaucoup moins durables du point de vue saxon s'ils n'étaient pas soutenus par la communauté. Ainsi, le commerce, les conflits frontaliers et les tensions politiques se mêlent dans une relation à la fois interdépendante et périlleuse. Les Saxons se connaissent, se rencontrent, échangent des idées, mais demeurent méfiants les uns envers les autres. Plus les deux parties prennent conscience de l'importance de cette proximité, plus la probabilité que la question ne soit pas seulement résolue localement augmente, mais qu'elle devienne fondamentale. Ce territoire restera-t-il indépendant ou sera-t-il intégré dans l'ordre franc? Avant même que de grands conflits militaires n'éclatent, une autre forme d'interaction et de conflit commence à émerger, la mission chrétienne. Du point de vue de l'Empire franc et du monde chrétien, la christianisation des Saxons n'était pas seulement une mission religieuse, mais également un projet politique. Partager la même religion facilitait l'intégration, rendait les Saxons plus fiables et les incluait dans une structure commune. Pour les Saxons, cependant, les tentatives de mission n'étaient pas simplement une offre de foi nouvelle, mais une intrusion dans leur identité, leurs traditions et leur structure sociale qui soutenaient leur communauté. Les premiers missionnaires qui tentèrent d'entrer dans les territoires saxons ou d'y exercer leur influence rencontrèrent souvent un rejet. D'une part, il y avait la dimension religieuse. Les conceptions saxonnes étaient profondément ancrées dans leur quotidien et leurs traditions locales. Les lieux saints, les rituels et les symboles constituaient non seulement des éléments religieux, mais aussi des pratiques communautaires. Ce rejet avait plusieurs dimensions. Un missionnaire qui qualifiait ce monde de faux ou de démoniaque attaquait non seulement des coutumes individuelles, mais remettait en question l'ordre qui offrait sécurité aux gens. Déclarer un sanctuaire sans valeur, c'était aussi s'attaquer à l'autorité de ceux qui le protégeaient ou l'administrent. Cela explique le phénomène de résistance, même si certaines personnes pouvaient faire preuve de curiosité ou d'ouverture. D'autre part, la dimension politique jouait un rôle prépondérant. Les missionnaires arrivaient rarement en tant que voyageurs neutres. Les missionnaires se trouvaient souvent en lien avec des puissances désireuses d'exercer leur influence. Ils apportaient avec eux une religion qui, à cette époque, était étroitement liée à l'exercice du pouvoir. La cérémonie du baptême n'était pas simplement un acte spirituel, mais pouvait également être interprétée comme un signe de soumission politique. Pour une société qui valorisait son indépendance et ses propres structures, cela représentait une véritable alerte. Même si un missionnaire prêchait dans un esprit de paix, sa présence pouvait être perçue comme un avant-goût d'un contrôle étranger. De plus, il existait des raisons pratiques à cette résistance. Une nouvelle religion introduit de nouvelles règles qui modifient le quotidien des gens. Quelles fêtes deviennent importantes? Quelles pratiques sont désormais interdites? Quelle autorité les prêtres détiennent-ils? Quel rôle joue une Église dans la vie communautaire? Ces changements ne sont pas abstraits. Ils touchent directement la vie familiale, le droit, les obligations sociales et les structures communautaires. Dans des régions où les traditions locales sont profondément ancrées et où les décisions politiques sont prises collectivement, une telle transformation peut être perçue comme une menace. Le refus de ces nouvelles croyances n'est donc pas simplement une marque d'obstination, mais une forme de protection de soi. L'échec des premières tentatives de conversion ne signifie pas qu'il n'y avait pas de contact ou de conversion individuelle. Cela indique principalement que la mission n'a pas réussi à engendrer un changement large et durable. Sans protection militaire, sans structure permanente et sans l'adhésion de la communauté, l'influence chrétienne restait sporadique et fragile. Plus le rejet était fort, plus la conviction du côté chrétien s'affirmait que la mission pacifique était insuffisante. Cela créait une dynamique dangereuse. Si les missionnaires échouaient, ce n'était pas seulement perçu comme une déception religieuse, mais comme un problème politique. Un voisinage qui reste infidèle n'est pas seulement différent sur le plan des croyances, mais devient imprévisible, indépendant et difficile à contrôler. En retour, les Saxons vivaient la mission comme une pression extérieure,
remettant en question leur ordre établi. De cette perception mutuelle découle une probabilité croissante que les conflits ne se déroulent plus uniquement par des mots et des sermons, mais par la force et la contrainte. L'année 772 marque un tournant décisif dans la relation entre les Francs et les Saxons. Des tensions frontalières, des raids, des ripostes et des tentatives d'approche échouées se transforment en une guerre à grande échelle, qui ne concerne plus seulement des régions isolées, mais revendique l'ambition de transformer durablement l'ensemble du territoire saxon. Avec Charlemagne, débute une campagne qui se distingue nettement des conflits antérieurs. Il ne s'agit pas d'une expédition ponctuelle ou d'une simple opération punitive, mais de campagnes systématiques de conquête et de soumission. Pour Charlemagne, cette guerre fait partie d'un projet politique plus vaste. À cette époque, l'Empire franc représente une structure qui vise à s'étendre, à se sécuriser et à se stabiliser. Un espace voisin indépendant qui cause sans cesse des troubles aux frontières et qui échappe à toute forme d'intégration n'est pas perçu comme un simple problème parmi d'autres, mais comme une menace permanente. C'est précisément parce que les Saxons ne sont pas organisés en un État centralisé, mais plutôt en une confédération de groupes régionaux, que la situation est difficile à résoudre du point de vue franc. Même si des accords peuvent être conclus, la question demeure. Seront-ils respectés partout et pourront-ils perdurer sur le long terme? Cette incertitude engendre un besoin d'agir, non seulement en réponse à des provocations, mais de manière à transformer fondamentalement les relations de pouvoir. La guerre ne débute donc pas par hasard, mais à un moment où Charlemagne est en mesure de mobiliser des forces militaires et politiques considérables. Une campagne militaire à cette époque nécessite une planification minutieuse, une logistique rigoureuse, le déplacement à travers des terrains difficiles, l'établissement de camps et la coordination de nombreux alliés et contingents. Ce n'est pas une action improvisée. Le fait que Charlemagne prenne cette initiative démontre qu'il ne considère pas la région saxonne comme un simple problème périphérique, mais comme un objectif qu'il souhaite soumettre durablement à son autorité. Il est également crucial de comprendre que la soumission, dans ce contexte, implique plus qu'une victoire militaire lors d'une bataille. L'objectif de Charlemagne est de briser la résilience saxonne, de restreindre leur capacité à prendre des décisions indépendantes et de lier ce territoire à l'ordre franc. Cela ne peut pas être obtenu par un succès isolé, car la société saxonne est organisée de manière régionale et possède des zones de repli. C'est précisément pour cette raison que les campagnes militaires deviennent systématiques. Une présence militaire récurrente, une pression exercée sur plusieurs années, l'imposition de dépendance et la création de situations où les révoltes deviennent de moins en moins probables. Dès le début, cette dynamique est présente. Il s'agit du lancement d'une longue confrontation, et non d'un simple conflit frontalier éphémère. Pour les Saxons, ce moment est tout aussi déterminant. Ils se retrouvent face à une puissance qui n'intervient pas uniquement de manière ponctuelle, mais qui vient avec l'intention de s'installer durablement. Une guerre contre un tel empire n'est pas seulement un affrontement contre des armées individuelles, mais un combat contre une logique d'expansion et d'intégration qui ne peut pas être arrêtée uniquement par des négociations. Simultanément, la présence de Charlemagne soulève également des questions du côté saxon. Comment coordonner la résistance sans un État centralisé? Comment réagir lorsque l'adversaire ne se retire pas, mais revient année après année? C'est ainsi que l'année 772 marque le début d'une guerre qui va profondément transformer le monde saxon. À ce stade, il n'est pas encore décidé jusqu'où Charlemagne ira et combien de temps les Saxons pourront résister. Mais il est clair qu'une relation de voisinage se transforme en un conflit d'occupation. Et à partir de ce moment, il ne s'agit plus seulement de délimiter des frontières, mais de déterminer qui, dans cet espace, établira l'ordre. Dès le début des guerres saxonnes, il devient évident que Charlemagne ne vise pas seulement un contrôle militaire, mais qu'il attaque également les fondements symboliques de la société saxonne. Un moyen particulièrement efficace pour y parvenir est la destruction ciblée des centres religieux. Des sanctuaires tels que l'Irminul ne sont pas simplement considérés comme des lieux de culte secondaires, mais comme des objectifs stratégiques.
En effet, frapper les symboles religieux d'un adversaire ne touche pas uniquement des pierres, du bois ou des lieux sacrés. Cela touche également son identité, sa cohésion, et ce sentiment que son ordre est soutenu par des puissances supérieures. Dans une société où la religion est intimement liée à la communauté et à la tradition, les sanctuaires ne sont pas seulement des espaces de dévotion privés, mais aussi des lieux de rencontre, des signes d'appartenance, où les rituels renforcent la collectivité. Un lieu de culte central peut revêtir une importance régionale, surtout lorsque la cohésion politique n'est pas soutenue par un État, mais par des coutumes et des rassemblements communs. Du point de vue franc, cela représente une vulnérabilité. En détruisant de tels lieux, on peut affaiblir la résistance non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan psychologique. L'adversaire ne doit pas seulement perdre, mais également ressentir que son ordre mondial est ébranlé. L'Hyménule, dans cette logique, joue un rôle particulier. Elle est considérée dans la tradition comme un puissant symbole de la religiosité saxonne, et par conséquent de leur autonomie. Sa destruction constitue donc plus qu'un acte de violence. C'est un message. Le pouvoir franc ne désire pas uniquement un tribut ou la paix à la frontière, mais souhaite la soumission d'un ordre de vie entier. Pour les Saxons, cela signifie que le conflit ne se limite plus à des questions de terre et d'influence, mais touche à ce qu'ils considèrent comme sacré et non négociable. Cela intensifie automatiquement la guerre, car les compromis deviennent plus difficiles dès que le cœur de leur identité est attaqué. Cette stratégie démontre également à quel point la religion et la politique sont étroitement liées dans l'Empire franc. La guerre n'est pas seulement perçue comme une lutte de pouvoir, mais comme un affrontement entre une ordre païenne et chrétienne. Celui qui détruit des sanctuaires n'agit pas de manière neutre, mais envoie un message qui peut être interprété religieusement comme un triomphe sur de faux dieux, une preuve de la supériorité de sa propre foi, et un pas vers la christianisation. Pour Charlemagne, cela ne représente pas seulement de la propagande, mais fait partie d'un programme de domination. Si un territoire doit être intégré de manière durable, il doit non seulement être contrôlé militairement, mais également transformé culturellement et religieusement. Pour les Saxons, la destruction délibérée de leur sanctuaire est une attaque qui pourrait renforcer leur résistance. En effet, qui blesse le sacré ne provoque pas seulement la peur, mais également la colère. Un sentiment profond émerge, celui que tout est en jeu, l'existence même de leur tradition, l'honneur de la communauté et la question cruciale de savoir s'il faut se soumettre ou se battre. C'est précisément cette dynamique qui fait que la destruction des centres religieux peut entraîner le conflit dans une spirale où la vengeance et la brutalité s'intensifient. Au lieu de briser immédiatement la résistance, elle peut également la radicaliser. Cela explique pourquoi cette étape est si décisive. Les guerres saxonnes ne se résument pas à des campagnes militaires où des forteresses tombent et des territoires sont occupés. Elles constituent un véritable conflit, où des symboles et des structures religieuses deviennent des cibles délibérées. C'est de cette escalade que naît une résistance tenace et prolongée, forçant sans cesse les Francs à revenir, à reprendre possession des lieux et à réagir avec violence. Après les premiers succès militaires des Francs et les attaques ciblées sur des symboles centraux, il devient rapidement évident que cette guerre ne se décidera pas en une seule campagne. Les Saxons ne réagissent pas comme un État qui capitule après une défaite et se plie à un nouveau souverain. Au contraire, un long mouvement de résistance s'organise, prenant souvent la forme d'une guérilla. Il n'y a pas de ligne de front continue, ni de bataille décisive et permanente, mais plutôt des raids, des embuscades, des soulèvements soudains et un jeu constant entre occupation et résistance. Cette manière de résister s'inscrit parfaitement dans la structure saxonne. Étant donné que les Saxons ne sont pas centralement organisés, il leur est difficile d'être complètement vaincus sans un seul point. Lorsqu'une région est soumise par les Francs, cela ne signifie pas automatiquement que toutes les sous-groupes se rendent. Ils peuvent se retirer, continuer à lutter dans d'autres zones, ou attendre que l'armée franque se retire pour frapper à nouveau. Cela est particulièrement avantageux dans des paysages parsemés de forêts, de rivières et d'espaces difficilement contrôlables. Ceux qui connaissent bien le terrain,
qui bénéficient d'un soutien local et qui ne sont pas contraints par des lignes fixes peuvent infliger des dommages répétés à un adversaire supérieur sans avoir à s'engager dans des batailles ouvertes. Pour les Francs, cette situation devient une expérience épuisante. Une occupation en cette période ne ressemble pas à une administration militaire moderne avec des bases permanentes et un contrôle ininterrompu. Elle dépend de la capacité à rester présent, à imposer des taxes, à obtenir la soumission et à établir des autorités locales. Cependant, si la population demeure hostile et prête à soutenir des révoltes à tout moment, le maintien de l'ordre devient extrêmement coûteux. Dès que l'armée principale se retire, des brèches apparaissent. Et dans ces brèches, la résistance peut renaître. Ainsi se crée un cycle. Campagne franque, soumission, établissement du contrôle, retrait, soulèvement, nouvelle campagne. Le terme de domination coercitive décrit comment les Saxons vivent cette situation. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau cadre politique, mais de pression, de taxes et de loyauté forcée. La soumission des Saxons n'est pas perçue comme une intégration volontaire, mais plutôt comme une forme de domination étrangère. De plus, les mesures franques ne se manifestent pas seulement comme des exigences isolées, mais comme une ingérence profonde dans la vie quotidienne des Saxons. La présence militaire franque, l'imposition de nouvelles obligations et de règles, souvent assorties de sanctions sévères en cas de résistance, crée un climat de tension. Cela entraîne même des individus qui, dans un contexte de pragmatisme, pourraient préférer la paix à se retrouver entraînés dans le tourbillon du conflit, car la guerre pénètre leur quotidien. La guerre germaine revêt également une dimension psychologique. Elle s'alimente de l'incertitude permanente chez l'adversaire. Un groupe franc, persuadé qu'une région est pacifiée, peut être soudainement attaqué. De même, un chef local qui choisit de coopérer avec les Francs peut rapidement devenir une cible. Ainsi, le contrôle n'est pas seulement militaire, mais également social, car la résistance cherche à faire apparaître l'ordre franc comme instable et à en augmenter le coût, tant sur le plan politique que logistique, rendant sa tenue difficile. Cependant, cette résistance ne se limite pas à une lutte romantique pour la liberté, motivée uniquement par le courage. Elle a un prix élevé. Les révoltes entraînent des représailles, et ces représailles, à leur tour, engendrent de nouveaux soulèvements. Des familles perdent des proches, des fermes sont ravagées, et des régions s'appauvrissent ou se dépeuplent. Dans le cadre d'un conflit prolongé, les frontières entre combattants et non-combattants s'estompent, car chaque soupçon, chaque soutien, chaque refuge acquiert une signification politique. C'est précisément ce qui rend le conflit si amer. Il ne se contente pas de briser les liens entre Francs et Saxons, mais il transforme également la société saxonne de l'intérieur, car la guerre continue met à mal le tissu social. Dans cette situation, l'importance de figures capables de symboliser et d'organiser la résistance grandit. Un mouvement de résistance, composé de nombreux groupes régionaux, a parfois besoin d'un nom qui incarne l'espoir, la loyauté et l'identité. C'est à ce moment-là qu'émerge une personnalité qui marquera la mémoire bien au-delà de son époque concrète, à l'image de Widukind. Dans un long conflit, jalonné de révoltes, de retraits et de nouvelles élévations, le besoin d'une figure qui donne un visage à la résistance devient palpable. Widukind ne se contente pas d'être un chef parmi d'autres. Il devient dans la tradition le symbole de la résistance politique et religieuse des Saxons. Cela ne signifie pas qu'il contrôlait tout à tout moment, ni que les Saxons étaient soudainement centralisés. Mais son nom incarne quelque chose de crucial dans un contexte fragmenté. Le sentiment que la résistance est non seulement possible, mais aussi légitime et portée par la communauté. La signification de Widukind réside d'abord dans son rôle de contrepoint à Charlemagne. Karl incarne la puissance de l'Empire franc, son expansion et son ambition d'imposer un ordre extérieur. Face à lui, Widukind représente une forme d'autonomie saxonne qui refuse de se plier à cette nouvelle organisation. Dans de nombreuses représentations, il apparaît comme celui qui ne perçoit pas le combat uniquement comme un conflit militaire, mais comme une défense d'un mode de vie. Cela confère au conflit une tension dramatique évidente. D'un côté,
un empire qui cherche à intégrer et à dominer. De l'autre, une communauté qui se sent menacée et qui souhaite préserver son propre ordre. À cela s'ajoute une dimension religieuse, car des lieux saints et des symboles sont attaqués durant ce conflit, et la christianisation devient de plus en plus visible comme un aspect de la domination franque. Ainsi, la résistance se transforme automatiquement en une lutte pour la foi et les traditions. Widukind est donc commémoré non seulement en tant que leader politique, mais aussi comme l'incarnation du monde saxon païen qui refuse de se soumettre. Il devient une figure emblématique du sentiment selon lequel la domination franque ne signifie pas seulement l'imposition de nouveaux impôts et de nouveaux seigneurs, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle religion destinée à remplacer l'ancienne. Dans cette perspective, la résistance n'est pas simplement une rébellion, mais un acte de défense. Le fait que Widukind puisse devenir un symbole est également lié à la nature du conflit. Les combats de guérilla et les révoltes régionales n'ont pas nécessairement besoin d'un roi, mais bénéficient d'un nom qui facilite les alliances et offre aux différentes factions un objectif commun. Un symbole peut remplacer la coordination là où les institutions font défaut. Lorsqu'il est accepté comme figure de proue, Widukind devient un point de référence autour duquel la loyauté peut s'organiser. Sa présence inspire du courage, tandis que son absence peut affaiblir la résistance en privant celle-ci de repères. C'est précisément pour cette raison qu'il est, dans la mémoire collective, plus grand que la personne elle-même. Il est tout aussi crucial de comprendre les limites de telles figures symboliques. Une résistance qui s'étend sur de nombreuses années et qui émane de diverses régions demeure plurielle. Widukind ne représente pas une unité parfaite, mais plutôt une agrégation d'espoir et d'identité. Son nom devient celui que l'on crie lorsque l'on se relève, et un signe que l'on n'est pas seul. Même là où il n'est pas physiquement présent, sa figure peut agir comme un point de ralliement. Ainsi, Widukind illustre à quel point les guerres ne se décident pas uniquement par des batailles, mais aussi par des significations. Celui qui est perçu comme le représentant légitime d'une communauté peut prolonger et renforcer la résistance, car il inscrit le combat dans un récit plus vaste, qui englobe non seulement la survie, mais aussi l'honneur, la foi et la liberté de son propre ordre. C'est précisément en reliant ces dimensions que Widukind devient le nom central de la résistance dans la tradition saxonne. Cependant, plus un conflit s'étire dans le temps, plus les mesures prises par la partie la plus forte ont tendance à se durcir. Cela soulève inévitablement la question de la manière dont l'Empire franc s'efforce non seulement de réprimer les soulèvements, mais aussi de les prévenir de manière durable. Plus la résistance perdure, plus la logique de la guerre du côté franc se transforme. Au début, une campagne militaire peut encore sembler être une opération militaire classique. On vainc des adversaires, on conquiert des territoires et on impose l'obéissance. Cependant, lorsque les révoltes se manifestent de manière répétée, la guerre devient un problème de contrôle. Or, dans un paysage pré-étatique, il n'est pas suffisant de garantir ce contrôle uniquement par des victoires sur le champ de bataille. C'est précisément à ce stade que les Francs adoptent des mesures punitives qui ne visent pas seulement les combattants individuels, mais remettent en question les fondements mêmes de la résistance. Les déportations figurent parmi les instruments les plus sévères, car elles déchirent les communautés. En éloignant des personnes de leur région d'origine, on leur retire leurs réseaux sociaux, leurs familles, leurs voisins, les chemins familiers, ainsi que leurs leaders locaux. Dans une société où la cohésion repose fortement sur la proximité et les relations interpersonnelles, cela constitue un affaiblissement massif. La déportation ne signifie pas seulement la perte d'un foyer, mais également celle de l'orientation et de la protection. Pour les Francs, cela a un but bien précis. Lorsque les groupes potentiels de rébellion sont dispersés, il devient plus difficile d'agir ensemble à nouveau. Parallèlement, une relocalisation crée de nouvelles dépendances, car les personnes déplacées se retrouvent dans des espaces étrangers, devenant ainsi plus dépendantes de l'ordre et du contrôle de ceux qui les y ont amenées. Les exécutions constituent un second signal tout aussi clair. Elles ne s'adressent pas tant à la masse qu'à ceux qui sont perçus comme des porteurs de résistance, des chefs, des combattants,
des individus auxquels on attribue un rôle d'incitation ou une signification symbolique. De telles sanctions visent à dissuader, mais aussi à marquer publiquement une relation de pouvoir. Dans un monde où l'honneur, la réputation et la peur jouent un rôle prépondérant, l'exécution d'adversaires devient une forme de communication. Quiconque se soulève risque non seulement une défaite, mais aussi la fin de son existence sociale. Justement parce que la résistance saxonne revient souvent, un désir de signe définitif émerge du côté franc. Des signes qui doivent montrer que le soulèvement est non seulement dangereux, mais aussi futile. Les expropriations, à première vue moins spectaculaires, se révèlent néanmoins extrêmement efficaces sur le long terme. À cette époque, posséder signifie surtout posséder des terres, du bétail, des provisions et des droits. Lorsque cette base est retirée, une famille ne perd pas seulement sa richesse, mais également sa capacité d'action. Une ferme expropriée ne peut pas équiper un combattant, ne peut pas conserver de provisions pour les temps difficiles, ni compenser des dépendances par des ressources propres. L'expropriation est donc une stratégie conçue pour affaiblir la résistance en amont. Moins on possède, moins on peut risquer. En même temps, l'expropriation sert également à la redistribution des ressources. Lorsque des individus fidèles au franc ou de nouveaux soutiens locaux bénéficient de cette situation, un nouvel agencement d'intérêts émerge, remplaçant l'ancienne hiérarchie et facilitant ainsi l'intégration dans la domination franque. Ces actions sont étroitement interconnectées. La déportation s'attaque aux réseaux locaux, tandis que l'exécution vise à éliminer les figures symboliques et organisationnelles. L'expropriation, quant à elle, détruit les bases économiques. Au final, se dessine une politique qui ne se contente plus de réagir face à des rébellions isolées, mais qui aspire à transformer durablement la société saxonne. La résistance n'est pas seulement combattue sur le terrain militaire, mais aussi décomposée sur le plan social. Ceux qui parviennent à rester doivent apprendre que l'obéissance est récompensée, tandis que la rébellion est sévèrement punie. Celui qui s'oppose ne doit pas seulement perdre, mais risquer de tout perdre, son foyer, ses biens, sa vie. Pour les Saxons, la pression s'intensifie considérablement. Dans une guerre d'usure, on peut espérer que l'adversaire finisse par se fatiguer. Mais lorsque les sanctions deviennent collectivement ressenties, lorsque des régions entières sont touchées, lorsque des familles et des exploitations perdent leur fondement, alors la résistance se transforme en une question de survie. Certains deviennent plus déterminés face à cette adversité. D'autres adoptent une approche plus pragmatique, car le prix à payer devient trop élevé. Cette tension est caractéristique des longues guerres d'occupation. Ce ne sont pas seulement les armes qui décident, mais aussi la capacité d'une société à supporter la pression avant de s'adapter ou de se briser. À un moment donné des guerres saxonnes, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui est militairement le plus fort, mais de déterminer quel ordre doit prévaloir dans cette région. C'est précisément à ce stade que la christianisation forcée entre en jeu. Pour les Francs, le christianisme n'est pas simplement une croyance personnelle que l'on peut proposer et qui pourrait éventuellement être acceptée. C'est un instrument de pouvoir et en même temps le noyau de leur propre légitimité. Ceux qui doivent rester sous contrôle franc doivent également appartenir à l'ordre chrétien. C'est pourquoi le baptême devient une obligation. Et les rituels païens ne sont pas seulement critiqués, mais aussi formellement interdits. Pour les Saxons, cela implique une soumission d'une toute autre nature. Jusqu'alors, on pouvait peut-être penser qu'il s'agissait de taxes, de contrôle militaire ou de domination politique. Cependant, lorsque la foi est imposée, le conflit se transforme en une ingérence dans le tissu même de la société. En effet, la religion était pour les Saxons étroitement liée à la communauté, à la tradition et à la vie quotidienne. Les fêtes, les rituels, les lieux sacrés et certaines actions n'étaient pas seulement une religion au sens moderne, mais constituaient des éléments essentiels de l'appartenance. Lorsque ces pratiques sont interdites, cela ne touche pas seulement les prêtres ou les lieux de culte, mais aussi les familles, les communautés villageoises, les habitudes juridiques et le sentiment de vivre dans un monde familier. L'obligation du baptême devient alors bien plus qu'un simple acte symbolique. Elle marque une appartenance extérieure et établit une frontière nette entre l'obéissance et la résistance.
Celui qui se fait baptiser manifeste ainsi sa soumission à ce nouvel ordre. En revanche, celui qui refuse s'expose à des soupçons et à des conséquences pénales. C'est précisément cet objectif que poursuivent les Francs. Ils ne souhaitent pas seulement que les gens deviennent chrétiens d'une manière vague, mais qu'ils intègrent de manière mesurable et contrôlable un nouvel ordre. Le baptême devient alors un marqueur politique, et, lié à des rituels concrets, il ne peut être facilement ignoré. L'interdiction légale des rituels païens renforce cette logique. Il ne s'agit plus simplement d'introduire quelque chose de nouveau, mais d'activer une répression de l'ancien. Certaines pratiques sacrificielles, rassemblements sur des lieux sacrés ou traditions ancestrales, sont criminalisées. Ainsi, le quotidien se transforme subitement en danger, car des actions familières peuvent être considérées comme des délits. Cela modifie le comportement des gens. Certains s'adaptent extérieurement pour éviter des sanctions, tandis que d'autres poursuivent leurs pratiques en secret. D'autres encore enfreignent délibérément les règles, percevant ces interdictions comme une attaque contre leur identité. Dans tous les cas, un climat émerge où la religion n'est plus vécue collectivement, mais devient un domaine de contrôle, de peur et de résistance. Du point de vue franc, cette politique présente un avantage évident. Une religion commune facilite l'administration et le pouvoir, car elle crée de nouvelles autorités et introduit de nouvelles structures. Les institutions chrétiennes, les règles ecclésiastiques ne sont pas seulement des entités spirituelles, mais également des vecteurs d'ordre. Elles enregistrent, transmettent des normes, soutiennent la nouvelle loyauté et relient les régions au vaste monde de l'Empire franc. Pour Charlemagne et son règne, cela représente une étape cruciale, non seulement pour vaincre le territoire saxon, mais aussi pour l'intégrer de manière durable. En revanche, pour les Saxons, c'est un point qui risque d'intensifier encore davantage le conflit. Car lorsque la foi est imposée, la résistance ne s'apparente plus seulement à une rébellion politique, mais à une défense de leur propre monde. Parallèlement, cette contrainte s'avère aussi épuisante. Ceux qui vivent constamment sous la menace de sanctions, qui ne peuvent pas exprimer librement leurs traditions, qui se voient contraints de jouer un rôle extérieur, éprouvent une tension permanente entre adaptation et rejet intérieur. C'est précisément là la tragédie de cette période. Le pouvoir franc tente de créer de la stabilité, mais engendre en même temps une profonde division intérieure, qui ne peut pas être résolue simplement par une loi ou un baptême. L'année 1804 est inscrite dans l'histoire saxonne comme un tournant, car elle marque le moment où la résistance militaire organisée est définitivement brisée. Cela ne signifie pas qu'une paix absolue s'installe du jour au lendemain, ni que tous les conflits disparaissent. Cependant, cela indique que les Saxons, en tant qu'association tribale indépendante, ne sont plus en mesure de se soustraire durablement à la domination franque. Le long conflit, qui a éclaté à plusieurs reprises au cours des décennies, entre dans une phase où les Francs contrôlent le territoire de telle sorte que les révoltes ne peuvent plus développer la même force politique qu'auparavant. Ce chemin vers cette nouvelle réalité est principalement marqué par l'épuisement. Des décennies de campagnes militaires incessantes, de représailles, d'occupations et de résistance renouvelées laissent des traces, non seulement dans les armées, mais aussi dans la société. Les fermes sont détruites, des vies sont perdues ou des gens sont enlevés. Les réserves alimentaires disparaissent et les régions s'appauvrissent. Simultanément, une situation émerge où il devient de plus en plus difficile de rassembler à nouveau de grandes forces. Pour réussir dans un conflit prolongé, il est essentiel de bénéficier d'un soutien, d'espaces sûrs et de la possibilité de se régénérer. Lorsque ces conditions commencent progressivement à disparaître, la résistance devient de plus en plus locale, désordonnée et plus facile à réprimer. De plus, les Francs ne se contentent pas de faire pression militairement, ils intègrent progressivement le monde saxon dans un nouvel ordre. Plus la guerre se prolonge, plus la question ne devient plus seulement de savoir s'il faut combattre ou non, mais plutôt comment vivre sous cette nouvelle réalité. Dans de telles situations, un mélange d'adaptation, de contraintes et de survie pragmatique se développe. Certains groupes perdent l'espoir de succès, tandis que d'autres réalisent que les révoltes ouvertes entraînent des sanctions de plus en plus sévères. La résistance ne devient pas automatiquement moralement condamnable, mais politiquement, elle apparaît de plus en plus sans espoir.
C'est précisément cela qui marque la fin de l'indépendance. L'option de se maintenir en tant que puissance autonome disparaît. Ainsi, cette année ne représente pas un point final dramatique, comme dans une légende, mais plutôt la conclusion d'une longue courbe descendante pour la possibilité de résistance. À ce stade, les Francs ont traduit leur supériorité militaire en un contrôle durable. L'autonomie saxonne, en tant qu'ordre politique sans suzerain franque, est désormais révolue. Cela modifie également le rôle des Saxons dans le paysage européen. Ils ne sont plus un voisin pouvant se tenir à distance, mais font désormais partie de la sphère d'influence franque. Cette intégration est historiquement décisive, car elle met fin à la guerre tout en marquant le début d'une nouvelle époque. Une association indépendante est absorbée par un empire plus vaste, avec de nouvelles obligations, de nouvelles structures et de nouvelles autorités. Ce qui suit n'est pas une transition brève, mais une transformation à long terme qui modifie la société et l'identité. Les Saxons ne disparaissent pas, mais ils sont remodelés d'une manière qui ne leur permettra plus de revenir à leur ancienne organisation. À la suite de la fin de la résistance militaire, une nouvelle phase s'ouvre, moins spectaculaire que la guerre, mais dont les conséquences s'avéreront tout aussi profondes à long terme. En effet, avec l'instauration de la domination franque, non seulement les dirigeants du territoire saxon changent, mais également la manière dont cet espace est organisé et comment les individus s'y perçoivent. La christianisation, la culture écrite et l'administration franque s'entrelacent pour façonner progressivement une nouvelle réalité sociale. Ce changement ne se produit pas de manière uniforme et sans tension, mais il libère des forces qui transforment durablement le monde saxon. La christianisation ne se limite pas à une simple cérémonie de baptême ou à l'abandon des rituels païens. Avec l'arrivée du christianisme, s'établit une nouvelle infrastructure, des églises, des institutions religieuses, des fêtes, des rituels spirituels et un nouveau langage moral. La religion devient de plus en plus ancrée dans des institutions. Cela signifie que la foi n'est plus principalement liée à des lieux sacrés locaux ou à des traditions, mais à une organisation qui s'étend sur de vastes régions. Par conséquent, la question de l'autorité se transforme également. Les clercs deviennent des intermédiaires entre la population et le pouvoir. Ils introduisent des normes et des règles, et créent des espaces sociaux où la nouvelle ordre devient visible et palpable. Pour de nombreuses personnes, cela implique un bouleversement de leur quotidien, avec de nouveaux rituels, de nouvelles obligations et de nouvelles formes de communauté. La culture écrite est étroitement liée à la christianisation. Dans une société où beaucoup de choses sont régulées oralement, l'écriture modifie la manière dont le pouvoir fonctionne. L'écrit confère une permanence. Les lois, les taxes, les revendications de propriété peuvent désormais être consignées. Les décisions sont moins soumises à la mémoire, à la réputation et à la présence personnelle. Cela renforce l'autorité, car celle-ci peut stabiliser l'ordre non seulement par la force, mais aussi par la documentation et l'administration. Parallèlement, l'écriture transforme le monde culturel. Elle permet la transmission des connaissances sous une autre forme, crée de nouveaux rôles pour ceux qui savent lire et écrire, et relie davantage les régions au monde intellectuel des centres chrétiens. Pour les Saxons, cela signifie que leur histoire et leurs règles sont de plus en plus décrites dans un cadre qui ne provient pas de leur ancienne tradition, mais de l'univers chrétien franc. L'administration franque constitue le troisième facteur majeur de cette transformation. Un groupement tribal sans roi ni bureaucratie centrale est désormais intégré dans un empire qui fonctionne, selon des structures de pouvoir claires. Dans ce contexte, l'administration ne se limite pas à des fonctionnaires, mais implique un système de responsabilité. Les taxes sont organisées, et les territoires sont intégrés dans une nouvelle hiérarchie de responsabilité. La justice est de plus en plus liée aux normes franques. Cela ne signifie pas que tout ce qui était ancien disparaît immédiatement. Les élites locales et les coutumes régionales peuvent perdurer, mais elles seront réorientées. Pour exercer une influence, il est désormais nécessaire de s'insérer dans ce nouvel ordre, de faire preuve de loyauté et d'agir au sein des structures franques. Ces trois processus modifient également l'identité saxonne. Auparavant, l'appartenance reposait fortement sur des liens régionaux,
sur des assemblées, sur des traditions et des symboles religieux qui soutenaient leur vision du monde. À présent, un nouveau réseau émerge. L'appartenance s'articule autour d'un royaume chrétien, intégré dans des structures ecclésiastiques, façonnées par de nouvelles formes de droit, de redevance et d'écriture. L'identité se définit de plus en plus par des cadres interrégionaux, et non plus seulement par des communautés locales. Parallèlement, une nouvelle culture de la mémoire se met en place. Les récits, normes et valeurs sont reformulés, et l'ancienne époque est progressivement perçue comme un passé à surmonter ou à réinterpréter. À long terme, ce changement est si efficace qu'il ne se contente pas d'imposer des comportements, mais transforme aussi les mondes de vie. La guerre peut soumettre, mais l'administration, la religion et l'écrit modifient la manière dont les gens pensent, comprennent le droit, organisent leurs relations et définissent leur appartenance. Les Saxons perdent leur ancienne indépendance, mais ils ne disparaissent pas. Ils deviennent partie intégrante d'un nouveau contexte politique et culturel. Et c'est précisément de cette intégration qu'émergera ultérieurement un rôle central dans le développement du royaume médiéval dans l'espace germanique. Si l'on considère les Saxons uniquement comme les adversaires de Charlemagne, leur histoire semble n'être qu'une simple parenthèse, se terminant par leur soumission. Cependant, leur importance historique réside dans le fait qu'ils ne disparaissent pas après cela, mais deviennent un élément fondamental de l'ordre qui se construit dans l'espace médiéval allemand. D'un groupement tribal indépendant, ils se transforment en une zone centrale au sein d'un empire plus vaste. Et les conséquences de cette intégration vont bien au-delà du 8e et du début du 9e siècle. Un point crucial est que la région saxonne, après la conquête, devient une composante durable de cette structure politique dont émergeront plus tard le royaume de l'Est franc et dans un développement ultérieur, le Saint-Empire romain germanique. Cela déplace le centre de pouvoir de l'Empire de plus en plus vers l'Est et le Nord. Ce qui était autrefois une zone frontière devient un espace intérieur. Cela modifie la carte politique. L'attention se porte davantage sur les régions entre le Rhin, la Weser et l'Elbe, des zones qui seront par la suite comprises comme allemandes. L'intégration des Saxons est donc un pas qui élargit et stabilise durablement le cadre de l'Empire. De plus, au cours des siècles suivants, les Saxons ne seront pas seulement administrés, mais deviendront également des acteurs de pouvoir. Des forces émergent des élites saxonnes, gagnant en influence au sein de l'Empire. C'est une caractéristique typique des royaumes médiévaux. Les régions intégrées ne sont pas simplement réprimées de manière permanente, mais leurs groupes dirigeants deviennent progressivement partie intégrante du système politique. Cette forme d'intégration renforce l'Empire, car elle lui permet de gagner de nouveaux acteurs de pouvoir ainsi que de nouvelles ressources. Ainsi, les Saxons ne sont plus seulement des objets de l'histoire, mais redeviennent des sujets, bien que dans un cadre différent. L'influence culturelle est également considérable. La christianisation et l'incorporation dans la culture écrite, ainsi que dans les structures ecclésiastiques, relient l'espace saxon aux formes d'éducation et d'administration de l'Empire franc. D'une société dont l'organisation était fortement marquée par la tradition orale et régionale, on passe à un espace où l'Église et le pouvoir laïque établissent de nouvelles institutions. Cela influence non seulement la religion, mais aussi le droit, les hiérarchies sociales et le développement de centres de pouvoir régionaux. Ces processus constituent les fondements de ce qui deviendra plus tard l'ordre médiéval visible dans l'espace germanique, un réseau complexe de domination, d'églises, de pouvoirs régionaux et de traditions juridiques. Un autre aspect à considérer est la dynamique à long terme vers l'Est. Une fois que l'espace saxon est intégré, il devient une base de départ pour d'autres expansions, colonisations et missions dans les territoires orientaux. Cela modifie le développement médiéval de l'Europe centrale, car de nouvelles zones frontières émergent et les influences politiques et culturelles continuent de se propager. À cet égard, les Saxons ne sont pas seulement un élément d'une histoire close, mais font partie d'un processus qui redéfinit la structure de l'Europe centrale pendant des siècles. Ainsi, les Saxons n'influencent pas l'émergence de l'Allemagne médiévale, parce qu'ils étaient dès le départ un peuple allemand au sens moderne, mais parce que leur territoire,
Leur intégration et leurs élites ultérieures contribuent de manière décisive à la façon dont le pouvoir, la culture et les centres politiques se développent en Europe centrale. Le conflit avec les Francs aboutit finalement à une redéfinition du paysage continental. Un empire dont le centre s'étend vers le nord et l'est, et une région saxonne qui passe de la périphérie au cœur de l'histoire.